Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre. Et donc je pense à la dernière vidéo du thème numéro 3 de 4e, dans laquelle ici nous allons parler du thème 3, le corps humain à la santé, et donc plus précisément de la contraception et de l'aide médicale à la procréation. Donc là je pense que ce sera la dernière vidéo de ce thème qui est déjà assez complet. Donc là voilà, là on va parler dans cette dernière vidéo de la contraception. Oui, parce qu'on peut avoir très bien un bébé, mais avec les technologies que nous avons ici en France et aujourd'hui, on peut très bien aussi ne pas en avoir. Alors oui, d'ailleurs, il y en a aussi, ils vont me demander, mais c'est quoi la procréation? La procréation, en gros, c'est la création finalement d'un bébé, ok? Oui, parce qu'il y a aussi des gens, malheureusement aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir de bébé parce qu'ils ont été rendus ou ils sont stériles, ok? Dans ce cas-là, en fait, on peut très bien les aider aujourd'hui avec nos petites connaissances que nous avons aujourd'hui au niveau des appareils reproducteurs et compagnie. On peut très bien les aider aujourd'hui avec des traitements, des cachets ou des choses comme ça, et même encore en injectant certaines substances, et on peut très bien aujourd'hui aider les gens à avoir un bébé, ok? Donc justement, en ce moment, avec notre connaissance du fonctionnement des appareils reproducteurs et de leur contrôle hormonal, ça a permis donc de développer des méthodes de contraception ainsi que des techniques d'aide à la procréation. Ce qui veut dire, aujourd'hui, avec toutes les connaissances que nous avons, on peut très bien aujourd'hui aider une personne à avoir un bébé comme aider une personne à ne pas en avoir. Alors, aider une personne à ne pas en avoir, on appelle cela aussi aujourd'hui avorter. Et il y a des pays, malheureusement, comme aux États-Unis, dans un état qui est l'Alabama par exemple, justement, on veut interdire, abolir ce droit d'avorter, ok? Alors donc il y a une loi qui est passée en Alabama qui veut justement interdire ça. Et donc le médecin qui le fait finalement, il se prend quand même une amende assez salée. En gros, il reste entre 10 à 99 ans en prison. Et donc, la personne qui a été avortée, elle n'aura rien, ok? Donc il faut faire attention. Pour ça qu'il y a certains pays, malheureusement, ils interdisent ça. Alors personnellement, je vous dis mon avis là-dessus, sur mon avortement. Sur l'avortement, personnellement, je trouve que, franchement, avorter, c'est plutôt quelque chose qui est correct. C'est plutôt un droit qui doit rester. Parce qu'en soi, si tu te fais violer ou un truc comme ça, oui, forcément, tu n'auras pas envie de garder le bébé, c'est clair. En revanche, il y a aussi des femmes qui ne se sentent pas capables d'avoir un bébé. Là aussi, je suis d'accord avec elles. Mais après, là où je n'étais pas d'accord non plus, c'est que si ton mari, si toi et ton mari vous avez décidé d'avoir un bébé ensemble et que à la dernière minute tu décides d'avorter, là je suis pas trop d'accord avec ça, ok? Bon, ce genre de situation t'arrête peu, mais bon, c'est vrai que moi je suis pas trop d'accord. Parce que du temps qu'on est d'accord entre mari et femme, c'est bon. Après, c'est vrai que si on n'est pas d'accord entre mari et femme, là je comprends que justement on ait envie d'avorter, tout simplement. Alors oui, il existe des moyens de contraception, mais il existe également des moyens de prévention. Alors aussi bien chez les filles que chez les garçons. Donc je vais vous montrer quelques moyens aujourd'hui que nous avons pour se protéger, tout simplement du fait d'avoir un bébé. Voilà. Alors les garçons également, ils ont des moyens de protection qu'il faudrait qu'ils connaissent. Alors donc, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Alors, première solution qu'on peut avoir. Maintenant, cette solution avant n'existait que pour les hommes. Maintenant, aujourd'hui, elle existe également pour les femmes. Sauf que la forme, ça a été inversé. C'est-à-dire, en gros, le préservatif, il est à l'envers chez les femmes. Donc du coup, vous avez dit la solution, c'est le préservatif. Ah oui, un préservatif, vous le mettez, ça évite, mais malgré le fait que vous fassiez un rapport sexuel, d'avoir un bébé, et ça protège également contre les IST, ok? Donc c'est un moyen de contraception, mais qui protège les IST. Alors les IST, je rappelle ce que c'est, on peut également appeler MST. Avant on appelait ça comme ça, maintenant on appelle ça des IST. C'est des infections sexuellement transmissibles, ok? Et avant on appelait ça MST pour maladies sexuellement transmissibles. Alors bon, du coup, les IST, on a dit que ça pouvait être dû à des sécrétions génitales, ça peut être dû au sperme ou à des choses comme ça. Donc du coup, forcément, ça va être intéressant de prendre un préservatif pour se protéger un petit peu de toutes ces conneries là. Parce qu'on ne sait pas, en fait, avec la personne avec qui on va faire un rapport, s'il a des bonnes maladies et tout. Parce que, s'il est bien, quoi, c'est ça que je veux dire par là. Or, si cette personne n'est pas bien, forcément, elle va transmettre des maladies, déjà d'une. Et de deux, non seulement elle va transmettre des maladies, et en plus,
et bah elle peut te rendre stérile. Parce que je sais pas si tu te rappelles de la leçon sur les micro-organismes, mais on avait dit à un moment que et bah non seulement il peut y avoir transfert des IST. Alors exemple IST par exemple le sida, et ce genre de maladie, donc les IST peuvent te rendre stérile. Ok, voilà. Et donc ça, malheureusement à cause de ça, tu peux pas avoir de bébé. Donc il faut faire attention quand vous faites entre guillemets votre reproduction. En gros quand vous faites un rapport sexuel quoi. Voilà. Alors ça peut être le cas du masculin, ok. Donc pour le masculin, ceci donc, le préservatif se met sur le pénis, et donc il se met sur le pénis quand il est en érection. Alors un pénis en érection, c'est en gros quand votre pénis il est droit. Vous voyez le pénis, enfin, vous voyez quelque chose qui est droit. Vous voyez votre pénis, normalement il est comme ça. Il est à peu près, voilà, il est pas exactement tout droit. Il est à peu près cette forme là. Et votre pénis quand il arrive à cette forme là, c'est là où ça peut être intéressant de mettre un préservatif. Parce que généralement quand votre pénis arrive à cette forme là et qu'on a passé la puberté, généralement vous êtes entre guillemets à 2 doigts d'éjaculer. Alors après il y a toujours moyen de s'en sortir entre guillemets, mais voilà. Généralement quand votre pénis est cette forme et dans cette forme là, dans cette position là, ça veut dire qu'il est à 2 doigts d'éjaculer. Donc ça peut être intéressant de mettre ceci, le préservatif sur le pénis. Et donc ça constitue une barrière physique qui va empêcher en fait le passage des spermatozoïdes vers l'utérus et les trompes. Ok. Et donc du coup ils vont protéger également contre les infections qui sont tout simplement sexuellement transmissibles. Comme je vous en ai cité un tout à l'heure, le sida, mais également il peut y avoir le sepsis ou le VIH. Ok. Et je vous dis pour la femme, le processus aujourd'hui maintenant il marche. C'est-à-dire aujourd'hui maintenant on a le préservatif pour la femme qui se met pareil sur sa partie intime, mais cette fois-ci lui il est monté à l'envers. Vous voyez que c'est monté de cette manière là, pour la femme ça a été monté à l'envers. Alors ça c'est une méthode que je ne sais pas, au moment où j'ai appris ça, c'est-à-dire en gros l'année dernière, c'est une méthode que je ne savais pas. C'est après cette année ils l'ont développé à peu près. Ok, voilà. Donc maintenant pour les femmes également vous avez un préservatif. Pour tant mieux parce que bon, c'est vrai que les femmes il y a d'autres méthodes également qui existent, dont on va parler aussi dans cette vidéo. Voilà, alors là maintenant deuxième méthode, c'est des méthodes hormonales. Alors là ça peut être par exemple avec la prise de certains médicaments, donc de certains comprimés. Alors là ça sert à quoi de prendre ces comprimés là. Donc là vous avez par exemple les micropilules. Ça sert à quoi? Ça finalement servir en fait à injecter dans la femme de façon régulière des hormones ovariennes. Ok. Donc du coup la prise de ces hormones version synthétique ou version synthétique des hormones naturelles va bloquer le cycle de l'ovaire et celui de l'utérus. Voilà. Et en fait leur efficacité ne sera que si la prise déjà d'hormones est régulière. En plus ça sera encore plus efficace justement si vous n'êtes pas fumeuse ou si vous n'avez pas de problème de circulation sanguine. Ok, donc là c'est un petit peu le compromis entre guillemets de cette méthode. Si vous êtes fumeuse ou si vous avez des problèmes de circulation sanguine, ça peut arriver malheureusement que la méthode ne marche pas très bien. Ok, alors vous avez également les micropilules, comme je vous disais, qui marchent aussi bien. Donc les micropilules c'est une autre méthode hormonale, qui sont des pilules qu'un type d'hormones ovariennes. Ok, et donc justement elles sont plus ou moins fortes. Ok, elles sont moins fortes et donc peuvent être recommandées aux femmes pour lesquelles justement les méthodes contraceptives classiques sont déconseillées. Genre par exemple pour les fumeuses ou les femmes âgées depuis 42 ans, on peut recommander de prendre des micropilules. Ok, et donc elles vont agir sur quoi? Elles vont agir sur l'utérus en rendant le passage du col de l'utérus plus difficile et en empêchant le bon développement de la muqueuse utérine. Oui, parce que quand il y a un bébé, bien évidemment la muqueuse utérine elle reste stable pendant 9 mois. Or justement pour éviter que la muqueuse utérine reste stable pendant 9 mois et qu'il y ait des règles, donc des menstruations, il faut forcément que cette femme-là qui veut pas de bébé, faut qu'elle prenne des micropilules. Alors également, il existe une autre type de pilule, mais cette fois-ci un petit peu que l'on prend un peu plus tard, c'est la pilule d'urgence, donc la pilule du lendemain. Alors la pilule d'urgence ou bien la pilule du lendemain, c'est un comprimé qui se prend une seule fois, ok, et qui va empêcher directement la grossesse qui a été non digérée, en bloquant ou en retardant l'ovulation. Plus de 9 grossesses sur 10 avec cette méthode peuvent être évitées avec justement cette méthode. Et puis justement voilà, il faut quand même pas trop tarder. Il faut en gros prendre cette pilule là dans les 3 jours après le rapport, ok, parce que sinon après vous êtes mal.
Et du coup, vu qu'il s'agit d'une contraception d'urgence, il ne s'agit pas d'une contraception régulière. Et donc, elle est délivrée gratuitement aux mineurs, même en pharmacie. Ok, c'est-à-dire si un jour vous êtes mineur, vous avez 16 ans, vous avez eu un bébé, vous pouvez directement chercher ça en pharmacie parce que vous avez peur d'avoir eu un bébé. Ça, c'est normal. Et ce médicament, je vous dis, il se prend une seule fois. Alors, vous avez également le dispositif intra-utérin ou bien le stérilet, ok. Et donc le dispositif intra-utérin, c'est un objet finalement en forme de T qui va être placé dans l'utérus par le médecin pour plusieurs années. En fait, sa présence va empêcher tout simplement la nidation d'un embryon. Et donc, vous allez avoir certains DIU qui vont diffuser des hormones, ok. Voilà. Bon, là vous avez un exemple de DIU, ok, qui est placé ici, voilà. Et donc ça va empêcher en fait la nidation, tout simplement, du cellulose. Bon, voilà. Donc là nous avons vu toutes les méthodes de contraception qui existent. Donc on voit qu'il y a le préservatif pour les hommes et les femmes. Après, plutôt pour les femmes, on voit qu'il y a également des pilules, plusieurs sortes de pilules même. On voit qu'il y a la pilule du lendemain. On voit qu'il y a les pilules qui vont finalement favoriser la production d'hormones, et qui vont empêcher le développement de la muqueuse utérine. On voit qu'il y a la pilule d'urgence, ok. Donc la pilule du lendemain, comme je le disais, qui elle se prend rapidement dans les 3 jours après le rapport. Et après on voit qu'il y a le dispositif intra-utérin, donc le stérilet, ok. Voilà. Alors là maintenant je vais vous présenter quelques méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour finalement faire que malgré que tu sois stérile, on peut quand même avoir un bébé. Oui, parce qu'il y a des femmes également qui peuvent avoir des bébés malgré qu'ils sont stériles. Oui, aujourd'hui avec les technologies on peut très bien le faire. D'ailleurs, le fait de prendre la pilule du lendemain ou des choses comme ça, donc les moyens de contraception qui existent aujourd'hui, dans certains pays, comme je vous le dis, c'est interdit déjà d'une. Et de deux, non seulement, aujourd'hui, même en France, avant, vers les années 40-50, il n'existait pas tous ces moyens de contraception. C'est vers les années 50-60, avec une Allemande, je crois, que ça a commencé vraiment la contraception. Ok, je crois que c'est une Allemande vers les années 60 qui a plus ou moins découvert ce moyen-là, qu'on pouvait se protéger de ça. Et du coup, après, ça s'est reproduit très facilement en France à partir des années 60. Voilà. Alors, vous avez un premier dispositif que l'on peut utiliser, donc qui est l'AMP. Alors l'AMP, qu'est-ce que c'est justement? On va en parler. L'AMP, donc, qu'on appelle également assistance médicale à la procréation, ok, ou bien procréation médicalement assistée, PMA. Et du coup, en fait, c'est l'ensemble des techniques qui consistent à avoir un ensemble, à concevoir un couple d'enfants, ok. Donc l'AMP est réservée en France aux couples hétérosexuels, ok. Et donc, justement, elle est accessible aux couples dont l'un des membres est victime d'une interfertilité, ok. Donc en gros, c'est quoi une interfertilité? C'est tout simplement en fait la difficulté d'avoir un enfant, ok. Donc ça peut arriver, et un couple il n'arrive pas à avoir un enfant, et du coup on dit qu'il est en situation d'interfertilité, et du coup voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on va pouvoir utiliser l'AMP. Alors soit ça vient de l'homme, soit ça peut venir également de la femme, ok. Voilà. Et donc justement, vu qu'ils sont victimes d'interfertilité, qu'on peut constater médicalement, elle va être également ouverte aux couples dont l'homme ou la femme présente une maladie grave susceptible d'être transmise à l'enfant. En France, le don de sperme ou bien d'ovules est légal. Oui, en France, on a le droit de donner du sperme ou bien des ovules, ok. Mais il y a des pays, je pense pas qu'on a le droit de le faire, ok. En tout cas, pas dans tous les pays on peut le faire, ok. Puis, la légalisation française, par contre, interdit au couple de faire appel à une mère porteuse. De même qu'elle interdit la congélation des ovules d'une femme jeune pour utilisation éventuelle plus tard dans sa vie. Ok. Alors, donc, l'utilisation de ces techniques, donc par exemple de l'AMP, doit être encadrée par des lois éthiques. Ok. Voilà. Et actuellement, je vous dis, c'est très encadré par des lois qui sont vraiment éthiques, qui sont faites pour. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait le bazar. Ok. Donc l'AMP, c'est une des méthodes qu'on utilise lorsque finalement il y a un homme ou une femme qui, médicalement parlant, est en difficulté d'infertilité. Ok. C'est-à-dire elle a du mal à avoir un enfant. Donc du coup, ou même par moment on l'utilise aussi quand un homme ou une femme, on voit qu'il peut transmettre une maladie à son enfant. Dans ce cas-là, on va utiliser l'AMP. Et l'AMP, en gros, c'est une méthode de procréation qui vise à réaliser un bébé. Ok, tout simplement avec des techniques artificielles du coup. Alors, après, vous avez l'insémination artificielle. Donc, l'insémination artificielle, c'est en gros le dépôt dans l'utérus d'une femme de spermatozoïdes.
donc soit ceux de son partenaire peu fertile ou soit d'un donneur. Parfois même le col de l'utérus est un obstacle trop difficile à franchir, hein, c'est ça que je vous disais la vidéo sur la reproduction. Donc du coup, ceci est le cas donc lorsque le sperme contient une faible quantité de spermatozoïdes ou bien de spermatozoïdes peu mobiles. Dans ce cas, oui, forcément, le col de l'utérus peut être parlant très difficile à franchir. Oui, parce que je vous dis, c'est comme une barrière le col de l'utérus. Si vous avez plusieurs spermatozoïdes, forcément, vous allez la passer. Après, si vous êtes peu de spermatozoïdes, vous n'allez pas la passer, forcément. Ok. Alors, déjà, il faut être beaucoup de spermatozoïdes et en plus, il faut qu'elles soient attirées pour que ça les rende mobiles, ces spermatozoïdes. Ok. Donc là, voici du sperme humain qui montre un très grand nombre de spermatozoïdes et nous avons à côté un sperme humain qui montre plutôt une faible quantité de spermatozoïdes. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Ok. Alors on va voir rapidement la stimulation ovarienne et la fécondation in vitro, donc FIV. Donc d'abord on va parler de la stimulation ovarienne. Donc la stimulation ovarienne, c'est tout simplement le cas, on va faire chez la femme. Et donc chez toute femme, et particulièrement quand elles ont l'âge qui augmente, certains cycles ont lieu même sans ovulation. Pas rêver. Donc du coup, une fécondation alors devient impossible. Du coup, en fait, on va faire un traitement hormonal qui permet de stimuler l'activité des ovaires et éventuellement une ovulation par la suite. Ces traitements aboutissent souvent à des ovulations multiples, c'est-à-dire que plusieurs ovules sont émis à chaque cycle. Incroyable, hein? Donc on peut faire plusieurs bébés, ça veut dire. Il y a plusieurs chances d'avoir un bébé. Alors du coup, on va injecter ça chez la femme. Donc voici un exemple très rapidement. Donc là, on vous montre un stylo injecteur qui injecte finalement une hormone follicule stimulante. Ok. Et donc ce médicament-là, comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc ce stylo-là qu'on injecte on injecte une hormone follicule stimulante. Et justement, ce médicament-là, en fait, il est destiné pour avoir une stimulation ovarienne. Ok. Donc en gros, c'est tout simplement pour avoir plus d'ovaires qui sortent au niveau quand il y a ovulation. Ok. C'est pour tout simplement avoir ovulation, parce que ça peut arriver aussi, il y a des femmes qui n'ont pas d'ovulation. Voilà. Et donc du coup, avec l'âge qui augmente, forcément les ovulations peuvent devenir rares. Alors après, il y a la fécondation in vitro, donc FIV. La fécondation in vitro, c'est-à-dire la fécondation dans le verre, quoi. Voilà. Donc pour améliorer le taux de réussite également, chaque ovule peut être fécondé manuellement aujourd'hui par un spermatozoïde. Oui, on arrive à faire des bébés quasiment artificiels aujourd'hui. Désolé de vous le dire, mais voilà, les sciences évoluent. J'arrête pas de vous le répéter depuis que je fais cours de sciences, depuis 1 an et demi à peu près. Donc je vous dis, la science évolue. Aujourd'hui, on arrive carrément à faire des bébés artificiels quasiment, ou presque. Hein, voilà. Il y en a qui ont déjà fait des tests, mais on arrive plus ou moins à faire des bébés artificiels. Alors oui, on peut féconder in vitro, c'est-à-dire dans le verre. Et donc du coup, on peut voir que pour améliorer ce taux de réussite, chaque ovule va être fécondé manuellement par le spermatozoïde. Ok. Voilà. C'est par exemple le cas aux États-Unis. En fait, quand une femme ne peut pas avoir d'enfant, en fait, on va lui faire féconder un ovule avec un spermatozoïde. Et puis après, on va lui injecter ça. Et puis, du coup, elle va avoir un bébé tout simplement. Là, une image que je vous avais montrée, donc c'était une fécondation in vitro avec l'injection d'un spermatozoïde dans l'ovule. Et donc c'était en Espagne. Voilà, que ça s'est fait. Alors du coup, je vous montre vite fait les étapes d'une fécondation in vitro. Donc d'abord, vous avez un couple infertile. Et donc vous avez le déclenchement d'une ovulation par traitement hormonal. Ensuite, au 14e jour, on va vous prélever des oocytes pour la culture. Ensuite, au 15e jour, on va mettre tout ça en fécondation in vitro. Le 16e jour, on va cultiver des embryons pour faire un diagnostic préliminaire. Ok. Et puis ensuite, on peut nommer des pays du coup, pour ensuite réparer éventuellement ou repérer même une anomalie grave. Ensuite, le 17e jour, on va vous transférer 2 ou 3 embryons. Voilà, ici par exemple. Et puis ensuite, après, une fois que ce sera fait, on va congeler les embryons non transférés pour un transfert ultérieur. Et du coup, après, en fait, on va injecter ça dans la femme et ça va créer plus ou moins un bébé jusqu'aux 9 mois. Alors, le taux de réussite de cette méthode est de 18% aujourd'hui, parce qu'il n'est pas très pratiqué et même le taux de réussite est faible. Mais après, peut-être dans le futur, il sera plus fort. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.